Après avoir refusé que la cousine de mon mari vive avec nous, j'ai retrouvé toutes mes affaires entassées dans le garage. Sa mère était assise sur le canapé et a dit « Tu n'as pas à contrôler les décisions familiales ». Mon mari n'a rien dit. Je suis allée séjourner dans un hôtel, mais au moment de l'enregistrement, ma carte de crédit a été refusée. J'ai appelé la banque et ils m'ont dit que le titulaire du compte avait également été changé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée sur le canapé-lit de Serena, à fixer le plafond, repassant chaque détail dans ma tête. Depuis combien de temps Craig planifiait-il cela? Quand Margie s'était-elle impliquée? Et Lucas, était-il juste l'excuse ou la raison principale? Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Serena était déjà partie travailler, mais elle m'avait laissé du café et un post-it qui disait « Appelle ton travail, prends du temps. Je te soutiens ». J'en avais besoin plus que je ne le réalisais. La première chose que j'ai faite a été d'appeler à nouveau la banque. Cette fois, j'ai demandé à parler à un responsable. Je leur ai donné toutes les informations que j'avais, je leur ai parlé du compte et j'ai demandé comment il était possible que mon nom soit retiré sans que je le sache. Il s'est avéré que Craig avait ouvert le compte joint initial à son nom d'abord, puis m'avait ajouté plus tard. Cela lui donnait le droit de me retirer sans avoir besoin de mon approbation. Le responsable a également dit qu'un nouveau compte courant avait été ouvert juste un jour plus tôt et que la plupart de l'argent y avait déjà été transféré. Toutes nos économies, mes fiches de paie, tout avait disparu. Mes mains tremblaient au téléphone. La femme m'a demandé si je voulais déposer une plainte pour fraude, mais je savais que cela ne fonctionnerait pas techniquement, il n'avait enfreint aucune loi. Il n'avait rien falsifié. C'était juste un lâche qui avait tout planifié dans mon dos. Alors j'ai posé une question différente, a-t-il aussi fermé les cartes de crédit? Elle a fait une pause. Oui, les cartes à votre nom ont été fermées hier matin. Il m'avait complètement coupé. Et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Il ne s'agissait pas seulement de l'emménagement de Lucas. Ce n'était pas un désaccord familial. C'était une démonstration de force, une embuscade en règle. Craig voulait que je parte. Margie voulait que je sorte de leur vie. Et Lucas, il n'était que le clou dans le cercueil. Je suis restée assise là, à la table de la cuisine de Serena, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Je n'avais rien d'autre que mon téléphone, ma voiture et un sac avec 2 changes de vêtements. Tout le reste, mes affaires personnelles, mes documents, mon ordinateur portable, mes bijoux étaient dans cette maison. Ma maison. J'ai vérifié les registres de propriété. La maison était à nos 2 noms. Cela me donnait des droits, mais je savais aussi que retourner là-bas pourrait déclencher une guerre. Pourtant, j'avais besoin de le voir de mes propres yeux. Alors je suis retournée discrètement, je me suis garée à quelques maisons de là. Il était environ midi. La voiture de Craig était partie, tout comme le camion de Lucas. Mais la Buick rouillée de Margie était toujours dans l'allée. J'ai contourné la maison par l'arrière, je suis passée par le portail latéral et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Elle était dans ma cuisine, en train de faire frire des œufs comme si c'était un brunch du dimanche. Je ne suis même pas entrée tout de suite. Je suis juste restée là à la regarder gratter une poêle avec une de mes spatules, portant des chaussons que j'avais achetés Noël dernier. J'avais la nausée. Après une minute, j'ai ouvert la porte arrière et je suis entrée. Elle s'est retournée, m'a vue et a levé les yeux au ciel comme si j'étais l'intruse. J'ai dit à Craig que tu essaierais ça, a-t-elle dit, comme si elle grondait une adolescente. Je suis venue chercher mes affaires, ai-je dit. Je suis toujours sur le titre de propriété, tu ne peux pas me mettre à la porte. Margie s'est appuyée contre le comptoir et a croisé les bras. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je n'ai pas besoin d'être la bienvenue, j'ai besoin de mes affaires. Elle a ri. Ton mari a déjà déplacé tes affaires. Elles sont dans le garage. Prends-les et va-t'en. Je n'ai pas bougé. Qu'en est-il de mes documents, de mon ordinateur portable, de mes bijoux, des dossiers de mon travail? Elle a juste haussé les épaules. Je ne sais rien de tout ça. C'est là que j'ai réalisé que ça pourrait être pire que ce que je pensais. S'ils avaient pris mon ordinateur portable, ils pourraient accéder à mes emails, peut-être même à mes informations professionnelles. Et s'ils trouvaient mon acte de naissance,
ma carte de sécurité sociale, n'importe quoi, il pourrait faire de réels dégâts. Je l'ai bousculé et je suis allé au garage. C'était pire qu'avant. Tout était entassé comme des déchets. Des cartons déchirés, des vêtements fourrés dans des sacs poubelles, quelques-unes de mes trousses de maquillage simplement vidées sur le sol. Mon ordinateur portable avait disparu, ainsi que ma boîte de classement avec mes déclarations d'impôts et mes papiers. C'est alors que je l'ai senti, il ne s'agissait pas seulement de me faire sortir de la maison. Ils essayaient de m'effacer. Je suis resté là pendant peut-être 5 minutes, à regarder, la rage montant dans ma poitrine comme un feu. Je n'ai rien pris. J'ai fait demi-tour, je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement au palais de justice. Il était temps de prendre un avocat. Je n'avais jamais mis les pieds dans un cabinet d'avocat auparavant. Je ne savais même pas par où commencer. Mais après avoir appelé toute l'après-midi, j'ai finalement trouvé une avocate en droit de la famille nommée Nancy Boone qui avait du temps pour me voir le lendemain matin. Son bureau se trouvait dans un petit immeuble en briques à côté d'un cabinet dentaire, dans l'est de Louisville. Rien d'extraordinaire, mais propre, professionnel. Elle m'a accueilli elle-même, sans assistant ni réceptionniste, et quand nous nous sommes assises dans son bureau, j'ai tout déballé. Je lui ai tout raconté sur Craig, sur Lucas, sur Margie, sur le compte bancaire et le retrait de mon nom, sur la maison, les affaires dans le garage, les cartes de crédit, même la partie où Margie m'avait regardé dans les yeux et dit « Tu n'as pas à contrôler les décisions familiales ». Nancy n'a pas dit grand-chose au début. Elle a juste écouté, pris des notes. Puis elle a demandé « Voulez-vous vous en sortir ou voulez-vous vous battre ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je veux me battre. » C'est alors qu'elle s'est penchée en avant, le visage sérieux. Alors nous commençons aujourd'hui. Et nous l'avons fait. D'abord, elle m'a fait bloquer mon crédit. Ensuite, nous avons déposé une requête d'urgence pour une ordonnance de protection temporaire contre Craig, Lucas et Margie. Elle a dit que nous pouvions arguer que j'étais forcée de quitter ma maison sous intimidation et que mes effets personnels étaient manipulés. Ensuite, nous avons déposé une requête pour l'usage exclusif de la résidence conjugale, puisque j'avais été mise à la porte et que je n'avais nulle part où aller. L'audience au tribunal aurait lieu dans une semaine. En attendant, Nancy m'a dit de ne pas retourner à la maison. Pas de contact. Laissez les papiers parler. Mais bien sûr, ils n'ont pas suivi les mêmes règles. 2 nuits plus tard, j'étais toujours chez Serena. Elle était sortie en rendez-vous et j'étais seule à regarder la télévision quand mon téléphone a commencé à exploser. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu aux 2 premiers appels, mais au 3e, j'ai décroché. C'était Lucas. Salut, je voulais juste te faire savoir que tu peux arrêter de jouer la victime maintenant, a-t-il dit. Tu ne reviendras pas, Craig ne veut plus de toi. Tu as perdu. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Tu aurais pu juste être cool, a-t-il poursuivi, mais tu as voulu faire ta grande dame. Tu te crois meilleur que nous. Puis il a ri. Oh, et j'ai lu ton ordinateur portable. Tu devrais probablement changer tes mots de passe, au fait. Certains de tes emails sont vraiment intéressants. J'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade. J'avais froid partout. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit au poste de police. Ils ont dit que puisque la maison était techniquement toujours à Craig, il serait difficile de prouver quoi que ce soit sans une ordonnance du tribunal. Mais je leur ai montré la requête que nous avions déposée et le rapport de police que Nancy m'avait aidé à préparer. Cela les a amenés à prendre les choses plus au sérieux. Ils ont dit que s'il essayait d'utiliser quoi que ce soit de mon ordinateur portable ou de toucher à mes comptes, je pourrais déposer une plainte pour cyberharcèlement. C'était quelque chose. Pas assez, mais quelque chose. Quand j'en ai parlé à Nancy, elle était furieuse. Elle a envoyé une lettre d'avertissement à l'avocat de Craig le soir même. Elle a également déposé une requête pour une pension alimentaire, car maintenant que j'étais mise à la porte et que je n'avais plus accès à nos fonds, j'y avais légalement droit. Cela a dû mettre le feu aux poudres, car 2 jours plus tard, autre chose s'est produit. J'ai reçu un appel de mon ancienne collègue, Melissa. Elle a dit que quelqu'un de ma maison avait appelé mon bureau en se faisant passer pour moi et avait demandé des copies de mes formulaires d'emploi et de mes fiches de paie.
Il voulait mes informations sur les revenus, les détails de mon travail, tout. Tu es sûre que ce n'était pas toi, a-t-elle demandé. Je te jure devant Dieu, Mélissa, ce n'était pas moi. Elle m'a dit que les RH l'avaient signalé, n'avaient rien envoyé et prévoyaient de le signaler. C'est là que j'ai réalisé qu'ils ne se contentaient pas de me mettre à la porte. Ils essayaient de me détruire financièrement. Craig montait un dossier, essayant probablement de prétendre que je ne contribuais pas assez à la maison, que je ne méritais pas un centime. Et s'ils obtenaient mes relevés de revenus et mes informations personnelles, ils essaieraient de tout dépenser. J'étais furieuse. Je me sentais violée et j'avais peur. Mais je n'allais pas reculer. Alors je me suis mise au travail. J'ai examiné chaque SMS, email et reçu que j'avais des 5 dernières années. Chaque paiement que j'avais effectué, chaque achat. Des photos des meubles que j'avais achetés, la compte que j'avais aidé à verser. La preuve que mon argent avait aidé à construire cette maison autant que le sien. Et puis j'ai trouvé autre chose. Un ancien fil de discussion SMS datant d'il y a 2 ans. Craig avait contracté un prêt personnel de 15 000 $. Il m'avait dit que c'était pour consolider des dettes, mais enfoui dans mon téléphone se trouvait une capture d'écran qu'il avait envoyée montrant l'argent allant sur un compte bancaire complètement séparé. Je n'ai jamais revu cet argent. C'est là que j'ai réalisé que cela n'avait pas commencé avec Lucas ou Margie. Cela se préparait depuis des années. Craig allait toujours faire ça. Lucas lui avait juste donné une raison. Et j'étais enfin prête à me battre avec tout ce que j'avais. La veille de notre audience au tribunal, j'étais assise dans le bureau de Nancy, à revoir les papiers une fois de plus. Nous avions tout aligné, preuve de mes revenus, preuve que j'avais payé l'hypothèque, capture d'écran du prêt louche de 15 000 $ de Craig et SMS montrant qu'il ne l'avait jamais remboursé, même le message de Mélissa de mon travail montrant que Craig ou quelqu'un de proche de lui avait essayé de se faire passer pour moi. Mais alors Nancy a levé les yeux de son ordinateur portable et a dit « Vous devriez voir ça ». Elle a tourné son écran vers moi. C'était une publication de Facebook. Margie. Elle avait fait une publication publique, une longue diatribe sur la façon dont j'étais celle qui avait abandonné Craig, comment je m'étais enfuie avec un autre homme et avais essayé de laisser le pauvre Lucas sans abri, et comment je répandais maintenant des mensonges pour voler son fils. Et puis elle avait tagué la page Facebook de mon patron. Pas mon lieu de travail, la personne réelle, mon patron, Alan. Je me suis figée. Le visage de Nancy s'est durci. C'est de la diffamation. Elle essaie de ruiner votre réputation avant l'audience. Mais je savais ce que c'était. Ils essayaient de me faire passer pour la femme folle qui perdait la tête. Si mon travail s'impliquait, si Alan commençait à remettre en question mon comportement ou à douter de moi, il gagnerait. Il voulait me briser avant même que je puisse me défendre. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Alan. Je lui ai expliqué la situation en termes clairs. À son crédit, il a répondu presque immédiatement, « Alan, ne t'inquiète pas, je l'ai vu. Nous l'avons déjà signalé. Les RH documentent tout. Gère juste ce que tu as à gérer. Tu as toujours un travail ici. » C'était un énorme soulagement, mais cela a aussi allumé un autre feu en moi. Il ne s'en prenait pas seulement à ma maison, il s'en prenait à toute ma vie. Et ça a empiré. Ce soir-là, j'étais chez Serena quand elle est arrivée en courant dans le salon avec son téléphone à la main. Tu dois voir ça. C'était une vidéo publiée sur un groupe Facebook où Margie était active, un groupe de quartier local rempli de commères et d'accros au drame. La vidéo était de moi, datant de plusieurs mois, dans notre jardin, en train de me disputer avec Craig. C'était sombre, granuleux, mais assez clair pour entendre des bribes de ce que je disais. Moi, je me fiche de ce que dit ta mère, Craig. Je suis ta femme. Elle n'a pas à diriger nos vies. Voix de Craig, tu réagis de manière excessive. Moi encore, non, j'en ai marre de ça. J'en ai eu assez. Je jure devant Dieu, un jour, je vais craquer. Margie avait pris ce clip et l'avait légendé, preuve qu'elle est violente. Elle a menacé mon fils. J'ai craint pour ma sécurité. Il y avait plus de 300 commentaires. Des gens me traitaient d'instable, de folle. Une femme a dit, elle ressemble au genre de personne qui simule des abus. Quelqu'un d'autre a tagué mon nom et a écrit,
J'espère qu'elle ne travaille pas avec des enfants ou des patients. Je tremblais de rage. Serena m'a regardé et a dit, nous devons riposter maintenant. Alors j'ai appelé Nancy, je lui ai tout raconté. Elle n'a même pas hésité. Nous déposons une requête pour introduire tout cela au tribunal. Ils veulent amener l'opinion publique dans cette affaire? Très bien, amenons-la dans la salle d'audience. Elle a ajouté la publication Facebook, la tentative d'usurpation d'identité, la diffamation, la vidéo et le fait qu'elle avait été enregistrée secrètement sur une propriété privée sans mon consentement. Elle a également ajouté une plainte pour harcèlement. Puis Nancy a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, nous devrions peut-être envisager de creuser la situation de libération conditionnelle de Lucas. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a souri narquoisement. C'est un criminel condamné. Il vit dans votre maison. Assurons-nous qu'il ne viole aucune condition. Cela ne m'avait même pas traversé l'esprit, mais maintenant, c'est devenu ma nouvelle priorité. J'ai passé le reste de cette nuit sur le registre des délinquants de l'État, à vérifier les dossiers de libération conditionnelle, à rechercher le cas de Lucas. Serena m'a aidé à fouiller dans les anciennes listes de tribunaux. Et puis nous l'avons trouvé. Lucas n'était pas seulement en libération conditionnelle. Il était en libération conditionnelle surveillée. Cela signifiait des contrôles obligatoires, des tests de dépistage de drogue et une restriction majeure, pas de résidence à proximité de mineurs ou d'écoles. Devinez quoi? Notre maison était à 2 pâtés de maison d'une école primaire. J'ai tout imprimé, chaque dossier judiciaire, chaque directive de libération conditionnelle, les listes d'adresses, tout. Parce que si Lucas violait sa libération conditionnelle et que Craig le permettait sciemment, toute l'affaire pourrait exploser. C'est alors que j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Reste loin de Lucas ou tu le regretteras. C'en était trop. Il voulait la guerre, il venait de l'obtenir. L'audience au tribunal était fixée à 9 heures précises un mercredi. Je portais les seuls vêtements professionnels que j'avais encore. Dieu merci, Serena avait sauvé un de mes tailleurs d'un voyage au pressing que nous n'avions jamais fait. J'étais assise à côté de Nancy au premier rang de cette salle d'audience familiale, et en face de moi se trouvait Craig, dans une chemise boutonnée froissée, Margie, dans un épais pull beige comme si elle allait à un enterrement, et Lucas, assis là comme s'il n'avait pas un casier judiciaire plus long que ma jambe. Craig ne voulait même pas me regarder. Bien. Parce que s'il l'avait fait, il aurait vu tout ce qu'il avait détruit dans mes yeux, et ce qu'il attendait. La juge est entrée. Nous nous sommes levés, nous nous sommes assis, et ça a commencé. Nancy a commencé fort. Elle a expliqué au tribunal tout ce qui s'était passé, comment j'avais été mise à la porte de ma maison, mon nom illégalement retiré des comptes financiers, mon crédit ruiné, mes affaires entassées dans des sacs poubelles. Elle a montré les publications Facebook, le harcèlement, la tentative d'usurpation d'identité auprès de mon lieu de travail, surtout, la violation de la libération conditionnelle. Quand Nancy a remis les documents prouvant que Lucas vivait à 2 pâtés de maison d'une école primaire, en violation des termes de sa libération conditionnelle, on pouvait sentir l'ambiance changer dans la pièce. Même la juge s'est penchée en avant, demandant des éclaircissements. Nancy a dit, « Votre honneur, ma cliente n'a pas seulement été prise en embuscade émotionnellement et financièrement, elle a été involontairement mise en danger juridique en étant forcée de sortir pour qu'un libéré conditionnel puisse violer la loi de l'État dans sa maison. Son mari a facilité cela, et sa mère l'a aidé. » Ce fut ensuite le tour de l'avocat de Craig. Ils ont cafouillé. Ils ont essayé de me dépeindre comme instable, contrôlante et verbalement agressive. Ils ont diffusé cette vidéo granuleuse de moi criant sur Craig dans le jardin. Nancy s'est levée juste après et a dit, « Oui, elle a crié. » Après des années à être ignorée, contredite et isolée émotionnellement. Ce clip ne montre pas de la violence, il montre une femme poussée à bout. Puis elle a remis mes documents financiers, des photos des meubles que j'avais payés, les reçus de la compte, la preuve que je gagnais plus de la moitié des revenus du ménage. Puis elle a lâché la bombe finale. Votre honneur, nous pensons également que M. Duncan a commis une fraude conjugale en 2022. Il a contracté un prêt de 15 000 $. Il a dit à ma cliente que c'était pour rembourser une dette commune. Au lieu de cela,
il l'a transférée sur un compte personnel et l'a retirée sur plusieurs semaines pour des dépenses non déclarées, y compris d'importants retraits aux guichets automatiques et des paiements à une femme qui, soit dit en passant, n'est pas ma cliente. C'est alors que Craig m'a enfin regardé. Il savait qu'il était pris. La juge a suspendu l'audience. Quand nous sommes revenus, tout s'est accéléré. La juge m'a immédiatement accordé l'usage exclusif de la maison. Craig et Lucas ont reçu l'ordre de quitter les lieux dans les 48 heures. J'ai obtenu une pension alimentaire temporaire jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Mais ce n'était même pas le meilleur. La juge a examiné les documents de libération conditionnelle et, là, sur procès-verbal, a ordonné qu'ils soient transmis à la division de la probation et de la libération conditionnelle du Kentucky. Lucas a été arrêté le même après-midi. Il s'est avéré qu'il avait manqué 2 contrôles précédents. Le problème de l'adresse était la goutte d'eau. Quand la police l'a arrêté, il a essayé de s'enfuir. Ils l'ont jeté dans mon jardin. Craig et Margie hurlaient tous les deux sur le porche. Et oui, Serena et moi avons tout regardé depuis sa voiture de l'autre côté de la rue, les fenêtres baissées et des cafés glacés à la main. Poétique. J'ai attendu que la maison soit vide, puis je l'ai traversée comme si c'était la première fois. C'était différent. C'était à moi. Il y avait des ordures dans la cuisine, une armoire cassée, des marques de brûlure sur le tapis de la chambre d'amis, Dieu sait de quoi, mais je m'en fichais parce qu'ils étaient partis et que j'avais les clés. 2 mois plus tard, Craig a essayé de demander un partage des biens à 50-50e. Nancy a mis fin à cela avec toutes les preuves que nous avions soumises. Et une fois que l'enquête pour fraude a commencé, Craig a commencé à devenir nerveux. Son avocat l'a laissé tomber après que Craig n'ait pas pu payer. Margie a essayé de semer plus de zizanie en ligne, mais personne ne l'écoutait plus. Il s'est avéré qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour harcèlement en ligne. Une de ses victimes, quelqu'un qu'elle avait faussement accusé d'abus dans une autre publication, a intenté une action civile. Quant à moi, j'ai eu la maison. J'ai eu la moitié du compte de retraite dont Craig pensait que je ne connaissais pas l'existence, parce que le comptable judiciaire de Nancy ne le connaissait pas non plus. J'ai reconstruit mon crédit, j'ai fait changer les serrures et j'ai pris un chien. Un gros. Je l'ai appelé Justice. Et oui, je suis allée en thérapie. J'en avais besoin. Parce que j'avais passé des années à me taire pour maintenir la paix. J'avais laissé passer de petites choses. J'avais ignoré les signes avant-coureurs. J'avais continué à essayer d'être la femme cool qui ne voulait pas faire de vagues. Mais plus jamais. Je ne dirai pas que je suis sortie indemne de tout ça. Je suis sortie meurtrie, fatiguée, à vif. Mais je suis sortie éveillée. Parfois, les personnes les plus proches de vous construiront tranquillement un piège autour de vous tout en vous souriant au visage. Parfois, ils appelleront ça la famille. Mais une fois que vous voyez la vérité, une fois que vous vous battez enfin, ils ne peuvent plus vous prendre votre paix. Et s'ils essaient, ils finissent menottés, hurlant dans le jardin, pendant que vous sirotez votre café glacé et regardez depuis la voiture.